c'est dans le cadre d'une approche de la dentisterie que l'on a développée avec tout un groupe d'experts internationaux, dont Avid Banerjee, Sevil Kurgan, Sebnen et ainsi de suite. Donc, et on a essayé de développer l'utilisation de matériaux dits bioactifs. Je suis très prudent, bien sûr, là-dessus. Dans le cadre de ce qu'on appelle du bioactive dental concept. Et parmi ces matériaux dits bioactifs, entre guillemets, nous avons le fluorure d'amine d'argent. Alors, nous allons parler rapidement de l'histoire d'un de mes étudiants qui a fini il y a 6 mois et qui, malgré tout, se retrouve toujours dans le cadre d'un risque carieux avec des lésions importantes et où nous avons utilisé le silver diamine d'argent avec succès, tout en considérant que la partie préventive que j'avais essayé de faire sur lui a été plutôt un échec, puisque vous verrez, il y a eu de nouveau des lésions qui se sont placées ailleurs. Donc vous voyez, on part de très loin, avec des lésions qui sont quasiment juxtapulpaires. Donc on prend une grande bouffée d'oxygène avant d'entamer cette lésion. Et donc on est sous microscope, avec des caméras fluorescentes, SoproCare, SoproLife, C50, on a tout ce qu'il faut. Et on réalise donc un mixte de silver diamine fluoride avec un CVI. Et on a donc le résultat en post-opératoire et le résultat à 2 ans. Et on voit en clinique que le résultat à 2 ans est en soi pas si mal, parce que le gris que vous voyez, c'est du silver diamine fluoride. Le CVI a un petit peu vécu, parce que c'est un CVI dans le cadre d'une classe 2 proximale, mais à la limite, il suffit de remplacer une partie de ce CVI soit par un composite, soit par un petit inlay, et on repart, parce que la dent est parfaitement vitale et tout est sous contrôle. Et donc, on se retrouve donc à 2 ans, avec ici une lésion qui a parfaitement cicatrisé, qui est sous contrôle, et le bougre nous a refait ici une atteinte ici, et là, une zone suspecte. Et donc là, je rentre dans le détail de la problématique, c'est que je considère qu'on est en aveugle, en permanence. Si vous êtes sans loupe, vous êtes à peine en mode braille, enfin, je veux dire, à peine, hein, voilà. Et donc, il faut commencer à utiliser des outils de diagnostic plus poussés. Alors, je m'oppose à beaucoup de personnes là-dessus, et en même temps, ils ont raison, et j'ai aussi raison, c'est que plus vous voyez, plus vous avez un risque de surtraitement, et c'est pour ça que la plupart des praticiens sont prudents là-dessus, en tout cas au niveau international. Mais tout ce que je vous dis, et vous verrez à la fin, il y a comme le professeur Vergne, je vous ai fait un QR code avec l'ensemble des publications. Tout ça a été publié dans Material, British Dental Journal et ainsi de suite. Donc, on a quand même des éléments clés. Alors, ce qu'il faut bien voir dans l'utilisation du silver diamine, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser en non-invasif. Le non-invasif, c'est à la maison, c'est le propos de Sophie, avec les fluors, enfin le dentifrice fluoré et ainsi de suite, et on peut le faire en professionnel, l'application du vernis et d'autres produits. On peut le faire dans ce qu'on appelle le micro-invasif. Alors micro-invasif, c'est dès que vous utilisez un airflow avec une poudre un petit peu dure, ou même si vous utilisez un acide phosphorique, vous allez éliminer une partie de l'émail en surface et on devient micro-invasif. Mais bon, on joue sur les mots, hein, non-invasif, micro-invasif. Et vous avez du mini-invasif que j'ai rajouté, c'est les cavités tunnels, slots, donc qui sont très sophistiqués, mais ça suppose des matériaux, des inserts particuliers, et ainsi de suite. On ne rentrera pas dans le détail, c'est trop long et trop compliqué. Et on peut aussi utiliser le silver diamine sur les techniques invasives, et là, ça nous intéresse sur les lésions qui sont extrêmement profondes. Donc, en fait, toute la gamme est prise dans le cadre de l'utilisation du silver diamine. Sur les outils de diagnostic, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Le cadre a été parfaitement décrit par l'ensemble des conférenciers. Mon expérience fait que je préfère avoir des outils qui entraînent un gros niveau de grossissement, si possible prendre des images, si possible prendre une vidéo, parce que ça me permet de montrer cette image à d'autres, pour savoir si je me suis trompé ou pas. Et quand on grossit 50 fois une lésion carieuse, il n'y a pas grand-chose qui vous échappe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut intervenir. C'est ça où il faut faire attention.
Et donc, parmi les outils qu'on utilise le plus souvent, en tout cas en clinique, et nous avons introduit maintenant au sein de l'hôpital la caméra C50, qui est la nouvelle version de la SoproLife et de la SoproCare. Alors, nous utilisons, moi je travaille essentiellement à 100% sous microscope, donc là aussi on rentre dans un autre monde. Et par contre, il y a un outil, une caméra extrêmement utile, c'est celle de Caveau, la Diagnocam, en haute définition, qui est redoutable pour trouver les lésions proximales et surtout les lésions proximales débutantes. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et donc voilà, là aussi c'est un outil de communication, même si on y croit, on n'y croit pas, ça a peu d'importance, mais quand vous utilisez une caméra intraorale, là ce sont des images avec les C50, en lumière du jour, en fluorescence, avec différents types de fluorescence. Donc voilà ce que vous pouvez montrer aux patients, et là en tout cas à mon étudiant, la réalité ici du biofilm, extrêmement actif, avec des lésions qui étaient actives et en cours. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance, mais en termes de communication, c'est intéressant. Ce que l'on voit là, de toute façon, c'est un biofilm présent et corrélé avec une lésion active. Donc, alors je suis un peu opposé à Sophie sur l'utilisation de la brosse pour nettoyer et ainsi de suite, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, comme j'utilise des outils fluorescents, j'ai toujours peur que la pâte prophylactique rentre dans le sillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le poil de la brosse fait 0,2 et un sillon, ça fait 0,13. C'est-à-dire, en fait, le poil de la brosse ne peut pas rentrer dans le sillon. Donc, j'utilise de préférence un airflow pour permettre l'utilisation du produit de reminéralisation comme le SDF ou autre. Alors, bien sûr, soyez très prudents, parce que si vous voulez être non invasif, c'est l'érythritol et la glycine. Ça commence à devenir un petit peu dangereux avec le soft bicarbonate ou le bicarbonate. Et avec le phosphate de calcium, attention, ça commence à un petit peu enlever. Interdit d'utiliser le silk, les bioverts, ainsi de suite. Vous ouvrez la lésion. Donc, on ne fait pas. Et donc, voilà, on se retrouve chez mon jeune étudiant, Benjamin, avec, en fait, la réalité. Là, je vous ai fait grâce, mais on avait mis le triplaque de chez GC avant. Les dents étaient couvertes de plaques. Et donc, on a nettoyé surtout la zone proximale, douteuse. Et ce que l'on fait souvent maintenant, on utilise le séparateur de Ivory qui permet d'écarter les dents in situ au lieu de mettre un séparateur orthodontique, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'avec la puissance de la caméra, dans 80% des cas, 90% des cas, on voit la lésion. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est oui ou non était-ce cavitaire ? Parce que je ne la vois pas. Je ne sais pas. Je suis aveugle. Et là, on a donc mis la digue, on a séparé la dent, et la lésion est visible. Et oui, elle est cavitaire. Et elle est accessible. Quel bonheur. Parce qu'elle aurait pu être cavitaire et non accessible. Là, priez. Tout ce que vous pouvez faire. D'accord ? Sinon, ouvrir la dent, et c'est très compliqué. D'accord ? Donc, on a un accès direct à la zone. Et là, c'est intéressant. Et donc, mon Benjamin, donc je le retrouve ici, avec une suspicion ici de lésion, une deuxième, et là, sur celle-ci, qu'est-ce qui se passe ? Et celle-ci, en fait, là aussi, c'est la différence entre ce qu'on voit avec la radio et la réalité. La cavitation que je vous ai montrée, elle est en fait ici. Ah oui, mais la radio ne nous dit rien. D'accord ? Donc, prudence par rapport à ce que nous donne comme information la radio. Alors donc, on va parler que du SDF, mais dans le cadre de l'ADF, on parlera de l'icône, des différents produits, et on va donc, bien sûr, en fonction d'une zone occlusale ou proximale, on va utiliser un certain nombre de produits, et je vous montrerai, en tout cas pour l'ADF, l'utilisation de self-peptide qui permet de reminéraliser et de recréer une matrice. Déjà ? Finissez votre phrase. Il reste 5 minutes encore, ça va ? Bon. Il y a de la marge. On négocie ? Donc je vais vite. Donc le SDF, 40 000 ppm et ainsi de suite, mais c'est une application un petit peu à part avec ce sel d'argent et ainsi de suite. Bon, on sait que ça bloque la carie, c'est très utilisé dans ce qu'on appelle la Smart ART, Silver Modified ART. C'est toxique bien sûr, il ne faut pas l'ingérer.
L'ancienne version avec l'ammoniac pouvait brûler un petit peu la gencive, mais globalement, on a des phénomènes de reminéralisation, d'inhibition de l'activité microbienne, et aussi une protection de la structure collagénique. On rentrera dans le détail. Et sur le plan, si c'est utilisé en coiffage indirect, il y a peu de réactions pulpaires. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec un composite? Oui, mais il y a peu de publications. L'intérêt de rajouter le iodure de potassium après, c'est que ça permet d'augmenter la pénétration des ions fluor à l'intérieur de la structure. Alors, on dit que c'est bien de faire un etching avant d'utiliser le SDF. Soyez prudent, parce que si votre etching a un petit peu touché des zones adjacentes des dents ou des dents collatérales, quand vous allez mettre le SDF, tout va être noir. D'accord? Donc, soyez prudent. Ça m'est arrivé, mais ça part avec l'airflow. Mais bon, soyez prudent quand même. Donc, on applique ici le silver-diamine, temps 1, temps 2, voilà. Et vous voyez cette lésion que l'on peut voir grâce à la caméra, ici, eh bien en fait, on a simplement mis une matrice transparente et on a directement injecté, en priant un peu, je vous le dis, le varionomère. J'ai des capacités de prière incroyables. Vous n'imaginez pas, surtout quand on fait ça. Et donc, on se retrouve avec une lésion donc, qui a été traitée, ici. Là, ici, elle est traitée. Et cette lésion-là, on ne savait pas ce qu'elle était, et en fait, le silver-diamine est rentré à l'intérieur, d'accord. Et maintenant, je sais que sur cette lésion ici, eh bien, il y a une cavitation qui m'est montrée parce que le silver-diamine est rentré à l'intérieur, et je le vois. Sinon, je ne le voyais pas. Donc, en proximal, c'est le dernier cas. J'ai négocié. Voilà, donc on va s'intéresser aux matériaux bioactifs, dont le silver-diamine. 1, en cas de patient à haut risque carieux. 2, si c'est une lésion active. 3, sur les lésions profondes, s'il y a peu d'émail cervical. Quand vous avez peu d'émail cervical sur une classe 2 profonde, soyez prudent. D'accord ? Et sur l'accessibilité à la lésion, si ce n'est pas accessible, ce n'est pas nettoyable. Donc, problème. Donc, on y va. C'est le dernier cas. Donc, vous avez là aussi toute une gamme de matériaux qu'on verra à l'ADF, l'Activa, les varionomères de nouvelle génération, dits hybrides, le Cention, la biodentine, le MTA. Donc, on a un gradient thérapeutique et souvent, on hésite à savoir lequel il faut utiliser. Donc, le dernier cas clinique, voilà des lésions qui sont visibles grâce à des images en daylight, renforcées, boostées donc avec la caméra C50. On voit les lésions, on voit les craques, on se doute que ça va être relativement compliqué. On va mettre du SDF, application 1 et 2. Et ce qui est intéressant avec le SDF, vous avez un phénomène moi j'appelle ça de momification. C'est directement à 5 secondes post-opératoire. Vous avez mis pendant 1 minute et vous regardez, vous séchez, ça devient comme ça. D'accord ? Donc ça devient dur, la structure est complètement modifiée. Et donc là, l'utilisation d'un varionomère de haute viscosité est vraiment bienvenue. Et là, donc, on utilise ici, voilà, on a posé 2 varionomères de haute viscosité, ça c'est des produits de chez SDI, et on voit quand même un petit peu par transparence le gris qui peut apparaître. On recouvre tout ça de varionomères, et je n'ai pas le temps de vous les montrer là, mais on a des résultats à 2 ans, là, avec des cicatrisations complètes grâce à ce système-là. Et ensuite, bien sûr, si on veut faire dans l'esthétique, inlay, onlay, composite, enfin, on a tout le choix, ou pas, d'accord ? Voilà, et là, vous avez le résultat ici, en post-opératoire, et on voit la bordure ici de silver-diamine avec le varionomère de haute viscosité. Tout ça est sans bruit, sans sensibilité post-opératoire, et les dents sont toujours vitales. C'est remarquable. Donc là, je vous laisse. On a eu la chance d'avoir les syndicats, monsieur le président du Conseil de l'Ordre et toutes les équipes. Donc je ne sais pas quel tarif il va falloir utiliser. Mais je suis comme Sophie. Je pense qu'en gériatrie, en pédodontie, les patients avec handicap, les patients cancéreux sous chimiothérapie, ainsi de suite, tout ça peuvent être traités aussi avec du silver-diamine fluoride quand c'est indiqué. Vous avez un QR code, je vous laisse 30 secondes pour le récupérer. Si vous avez besoin, vous avez mon adresse Internet, je peux vous envoyer notamment, même si l'UFSBD a besoin des
papier, parce que ceux du British Dental Journal ne sont pas toujours faciles à récupérer, mais moi je les ai. Et vous avez aussi sur le site d'Actéon le booklet qu'on a fait pour l'utilisation de la caméra C50. Mais tout ça a été publié. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Benoît Perrier et l'UFSBD pour son invitation à participer à ce colloque de santé publique. C'est l'occasion pour moi de parler des techniques de préservation de la vitalité pulpaire en général et en particulier de celle du coiffage pulpaire direct. Donc c'est un axe sur lequel la Société française d'endodontie travaille, société dont je suis le représentant en étant le président devant vous ce soir. Mais on ne travaille pas seul, puisqu'on travaille avec d'autres sociétés, par exemple le Collège des enseignants d'odontologie conservatrice, dans le but de développer ces thérapeutiques. Et cette démarche est également soutenue par la Caisse d'assurance maladie, avec un acte de nomenclature qui date, je crois, de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Mais cet acte, il est finalement peu utilisé et assez méconnu. Et donc, dans cette courte présentation, nous allons voir ensemble quels sont les avantages, le protocole, quels sont les freins et les limites inhérents à cet acte thérapeutique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le coiffage pulpaire direct, c'est une procédure de recouvrement d'une pulpe qui est vitale, exposée par un biomatériau, définition qu'on peut retrouver dans différents dictionnaires d'endodontie ou dans justement le dictionnaire qui a été élaboré par le Collège des enseignants. Cette thérapeutique, le coiffage pulpaire direct, fait partie de l'ensemble des thérapeutiques de vitalité pulpaire qui part du coiffage indirect, donc on est à distance de la pulpe, mais n'oublions pas que la dentine est parcourue par des tubulines dentinaires et qu'il y a donc une communication même à distance avec les antigènes bactériens, à d'autres techniques où l'on va amputer volontairement une partie ou la totalité de la pulpe que l'on appellera pulpotomie partielle et pulpotomie complète. En revanche, c'est uniquement cet acte-là qui fait l'objet d'un acte à la nomenclature. Donc vous avez le code qui est ici. Ces thérapeutiques ne sont pas nouvelles, même si l'acte à la nomenclature est récent. C'est des thérapeutiques qui datent déjà du XVIIIe siècle. On a parlé d'historique ce matin. Il y avait déjà l'utilisation de feuilles d'or pour coiffer la pulpe en 1750. Donc le code CCM qui est apparu en 2019, il est apparu suite à une évaluation et une analyse critique de la littérature et des recommandations de bonnes pratiques. Et cet objectif est d'une part de maintenir la vitalité pulpaire, mais surtout de s'inscrire dans un concept actuel qui est d'économie tissulaire, puisque l'émail, la dentine, la pulpe, ce sont des tissus précieux que l'on sait plus ou moins réparer, on l'a vu un peu tout au long de la journée, mais on ne sait pas régénérer ces tissus-là. Donc on s'inscrit dans une dentisterie qu'on appelle a minima, et il y a un certain nombre d'avantages à vouloir conserver cette pulpe vivante. Alors le premier avantage auquel on pense, c'est la fragilité mécanique, et effectivement, il y a de nombreuses études qui montrent, notamment des études qui sont chez le même patient, on va comparer une dent dépulpée versus une dent contralatérale non dépulpée, qui montrent qu'il y a un risque 7 fois plus important de perdre une molaire, par exemple. Alors, il faut tempérer un peu ce risque-là, notamment sur l'impact du traitement endodontique, parce que finalement, l'impact mécanique du traitement endodontique seul est assez faible. C'est plutôt les raisons pour lesquelles on va réaliser le traitement endodontique, à savoir une lésion carieuse importante avec la perte d'une ou de 2 crêtes marginales qui vont entamer la résistance mécanique jusqu'à 63% par exemple. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que la pulpe dentaire est un tissu conjonctif, comme la peau, comme l'os, qui contient des cellules, des vaisseaux sanguins, et qu'il y a des capacités de défense de la pulpe qui est capable de déclencher une réponse immunitaire lorsqu'elle est stimulée par des antigènes bactériens. Et cette réponse immunitaire, cette réponse inflammatoire, va être un prérequis pour les phénomènes de cicatrisation que l'on connaît bien à l'heure actuelle. Alors la dentine est élaborée par des cellules spécifiques que sont les odontoblastes. C'est une élaboration qui se fait tout au long de la vie. Lorsque vous m'écoutez, lorsque je vous parle, on élabore tous ensemble de la dentine secondaire physiologique. Mais si jamais il y a une stimulation, alors sur la gauche, une stimulation qui est légère, les odontoblastes qui sont en place, qui minéralisent, sont aussi capables de sentir les antigènes bactériens et en réaction de pouvoir augmenter le rythme de sécrétion et de créer une nouvelle dentine qu'on appellera une dentine réactionnelle tertiaire avec un rythme qui est plus élevé. Mais la beauté un peu de la biologie de ce tissu, c'est que même si on perd les odontoblastes, donc par exemple lorsqu'il y a une effraction pulpaire, au niveau de la pulpe, sur la partie d'effraction, il n'y a plus d'odontoblastes. Et à ce moment-là, il peut y avoir une différenciation de cellules souches
ou bien une dédifférenciation de fibroblastes, ou bien l'apparition ou la mobilisation des cellules de Hull qui vont ressembler à des odontoblastes, en anglais odontoblast-like, mais en réalité, ce n'est pas vraiment des odontoblastes, mais en tout cas, ce sont des cellules qui vont minéraliser. Donc il y a tout un potentiel de cicatrisation qui est possible lorsque la pulpe est vivante. Et d'ailleurs, une dent qui est dépulpée comporte plus de risques d'infection par rapport à une dent pulpée, puisqu'il y a une pression positive aussi, qui est un des mécanismes de la réponse innée. De plus, on le sait, c'est quelque chose qui va inciter le patient à consulter la douleur. D'autre part, les traitements endodontiques, même s'ils fonctionnent bien, et je suis ici pour vous dire que si on respecte les recommandations, le taux de succès est important. Néanmoins, on a un certain nombre de situations qui peuvent être parfois complexes, chronophages. J'ai pris ici 3 exemples. Le premier avec un instrument fracturé qui au départ se trouve dans le canal puis termine en dehors du canal. Le deuxième qui est une tentative de traitement sur une dent minéralisée qui s'est terminée par une perforation. Et le troisième qui est un instrument fracturé que l'on a réussi à retirer, mais au prix d'une fragilisation très importante de la racine mésiale. Donc avec un plateau technique dont on a parlé un peu ce matin, avec du temps, on peut faire des choses en endodontie, mais c'est quand même chronophage et complexe. Si l'on s'intéresse aux côtés, et on en a parlé aussi également, c'est un peu l'apanage de terminer la journée aujourd'hui, du côté du volet économique, il y a cet article que je vous invite à lire sur le volet économique des traitements endodontiques. La conclusion est que le maintien de la vitalité pulpaire est préférable à un traitement endodontique si on se place du point de vue coût-efficacité. Le dernier argument que l'on pourrait également évoquer, c'est celui de l'apexogénèse, donc la formation physiologique de la racine, qui va être directement dépendant de la vitalité pulpaire. Donc, j'espère vous avoir montré un certain nombre d'avantages à pouvoir conserver la vitalité pulpaire. Est-ce qu'il y a des contre-indications éventuelles et dans quel cas réaliser ces traitements ? Tout d'abord, il y a un certain nombre de prérequis. La pulpe doit être vitale, asymptomatique, éventuellement avec une symptomatologie de pulpite dite réversible. L'obtention de l'hémostase péropératoire est capitale puisqu'on relie le saignement à une inflammation. Et donc, si on n'arrive pas à obtenir cette hémostase, il faudra aller plus loin et amputer un peu plus loin la pulpe dentaire. On ne sera plus dans le cadre du coiffage pulpaire direct. Bien sûr, il faudra envisager une restauration étanche et prévenir le patient d'un éventuel échec de cet acte. Alors, quelles sont les indications ? 3 possibilités. L'exposition qui est d'origine carieuse, donc effraction pulpaire en cours de curetage carieux qui doit être centripète, parfaitement cureté en périphérie, sous champ opératoire, et au moment du curetage, vous avez une effraction pulpaire qui peut mesurer sur cette situation 2 mm² par exemple. On va placer dans ce cas-là un MTA et ensuite la reconstitution étanche sur la dent. Alors en ce qui concerne l'approche en cariologie, il y a actuellement quelques pas dissonances, mais différentes approches. En ce qui concerne le curetage, vous avez le curetage sélectif qui consiste à réaliser en périphérie de la cavité un curetage parfait et en direction de la pulpe à conserver une dentine qui va être ramollie dans l'objectif de ne pas exposer la pulpe. Donc ça, c'est quelque chose qui est recommandé par exemple par la Société européenne d'endodontie dans le cadre de pulpites réversibles et dans le cadre de caries profondes, ce que vous voyez sur l'écran à gauche, c'est-à-dire des caries définies telles que n'atteignant pas le quart interne de la dentine et sur lesquelles, radiographie sur laquelle on peut voir que le front de lésion carieuse n'est pas au contact pulpaire, contrairement à des situations comme ça qui sont qualifiées de caries extrêmement profondes. Il y a donc une dichotomie profonde, extrêmement profonde, et ceci est basé sur 2 choses. D'une part, des analyses histologiques où ils ont, dans certains articles, on va retrouver une comparaison entre ces 2 groupes. Et on retrouve plus d'inflammation pulpaire dans le groupe de caries extrêmement profondes et plus de pénétration bactérienne. Le deuxième argument est celui d'études comparatives de la littérature. Mais à côté de cette approche donc, de curetage sélectif, il y a une autre approche qui est l'élimination complète de la carie, qui est plus une position américaine, et notamment de l'Association américaine des endodontistes, qui a comme argument de la nécessité de visualiser le tissu pulpaire afin de pouvoir évaluer son potentiel, la présence de pus, la présence de débris, de calcification à l'intérieur. Donc il y a une sorte de débat un peu sur la gestion de caries profondes.
Et c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement avec le Collège national des enseignants. Deuxième cas de figure, l'exposition iatrogène. Donc cette fois, il n'y a pas de symptomatologie. Par exemple, on cherche, et c'était le cas ici, à remplacer une restauration d'un ancien amalgame par une future restauration collée. Et au cours de la restauration, il y a une effraction pulpaire. Ici, on voit, j'espère qu'on voit en tout cas sur l'écran, l'exposition pulpaire. On devine les vaisseaux sanguins. On a une hémostase. Et dans ce cas-là également, un ciment MTA était posé sur la pulpe dentaire. Le troisième cas de figure, c'est celle des expositions d'origine traumatique. Donc, encore plus dans cette situation-là, puisque dans ces situations-là d'exposition traumatique, on a très peu, en général, lorsqu'on voit les patients, de pénétration bactérienne et très peu d'inflammation comparé à une lésion d'origine carieuse. Donc, bien sûr, on pourra réaliser ce coiffage pulpaire direct. Donc voici une situation clinique, patient qui se présente rapidement après le traumatisme. On a une fracture coronaire amélodentinaire avec exposition pulpaire. On positionne après anesthésie le champ opératoire. On évite dans ces situations de traumatisme de clamper directement sur la dent. Alors on va voir sur un autre cas que c'est à moduler un petit peu en fonction des situations. L'hémostase est obtenue, mise en place de biodentine et réalisation d'un composite dans la séance. Il y a un gradient en fait dans ces techniques qui est fonction de ce que je disais tout à l'heure, qui est en fonction de l'inflammation pulpaire, qui fait qu'on a potentiellement un peu plus de risque d'échec lorsqu'on va faire un coiffage pulpaire sur une exposition carieuse par rapport à une exposition traumatique. Se pose maintenant la question des contre-indications. Évidemment, il faut un suivi régulier et une bonne hygiène. Et puis, on peut se poser la question de la balance bénéfice-risque, notamment pour les patients immunodéprimés. Et puis, on a récemment une évolution des recommandations sur la prise en charge des patients à haut risque d'endocardite. On est peut-être, je pense, le pays du monde à avoir le plus de détails en ce qui concerne la prise en charge de ces patients-là. Donc, profitons de ces recommandations récentes. Et elles nous indiquent, ces recommandations, que pour réaliser un coiffage pulpaire direct, il faudra forcément... On pourra réaliser un coiffage coronaire direct sur une dent qui est immature, alors que cet acte, le coiffage pulpaire direct, sera contre-indiqué sur une dent mature. J'espère ne pas trop vous embrouiller, contrairement aux pulpotomies. Alors, je fais un peu de pub pour l'ADF moi aussi. C'est une séance qui va être développée par la SFE, donc n'hésitez pas à venir. On aura aussi un représentant de l'HS lors de cette séance. Le choix du matériau est capital. Pendant de nombreuses années, on a travaillé avec l'hydroxyde de calcium qui cochait un certain nombre de cases que vous avez à l'écran, mais pas toutes les cases. De toute manière, il n'y a aucun matériau à l'heure actuelle qui va cocher l'intégralité du cahier des charges qui est à l'écran. À l'heure actuelle, les ciments qui sont recommandés sont des ciments hydrauliques silicate de calcium, alors qui ne sont pas totalement éloignés et qui font partie de la même famille que l'hydroxyde de calcium et qui d'ailleurs, ces ciments hydrauliques silicate de calcium, libèrent de l'hydroxyde de calcium. L'évolution, elle se fait dans le sens où certaines études ont montré qu'il y avait dans les minéralisations liées à l'hydroxyde de calcium parfois des hiatus, que l'on peut voir sur l'écran, et une dissolution dans le temps qui n'est moins visible avec les ciments hydrauliques silicate de calcium. Les matériaux à éviter, je parle bien du coiffage pulpaire direct, sont les adhésifs amélodentinaires et les CVI, d'une part pour la toxicité de la prise en ce qui concerne les CVI, et d'autre part pour le relargage des monomères dans le cas des adhésifs et des composites. Donc le protocole, on va voir deux situations différentes, situations de traumatologie. On a une fracture amélodentinaire sur 11 et 21, une exposition pulpaire qui est légère sur la 11, un peu plus importante sur la 21. Donc en fonction de cette exposition, on a fait le choix de réaliser un coiffage coronaire direct sur la 11 et une pulpotomie partielle sur la 21. La différence, c'est que dans la pulpotomie partielle, après mise en place du champ opératoire, on va pénétrer à l'intérieur de la pulpe avec une fraise qui sera stérile, puisque le but est vraiment de ne pas contaminer la pulpe. Et ensuite, on viendra placer sur les deux dents, de la même façon, un ciment hydraulique silicate de calcium. Dans ce cas-là, c'est de la biodentine. La petite particularité, c'est qu'on crée une légère logette pour pouvoir bien mettre en place ce ciment. Une autre situation ici qui combine un traumatisme et une lésion carieuse, c'est un patient qui est tombé suite à une chute de judo et ses dents maxillaires ont tapé sur les dents mandibulaires et on le voit quelques semaines après. Donc malheureusement la gencive a recouvert un peu la limite de préparation, ce qui a entraîné un certain nombre de difficultés pour mettre en place le champ opératoire. Ça c'est la photo initiale, donc là ce n'est pas satisfaisant, on n'a pas d'étanchéité. Donc l'astuce consiste à utiliser des ligatures, des wedgets, des coins de bois, et on
peut justement, avec ces différents dispositifs, arriver à isoler la prémolaire au centre et la molaire en bas à droite. Et si vous regardez la molaire, on devine les fractions pulpaires. Donc là, la situation a nécessité de gérer la partie cervicale pour être dans de meilleures conditions pour pouvoir réaliser le coiffage pulpaire direct. Donc nous avons réalisé une remontée de marge. Vous avez le matériel qui est décrit ici. Cette remontée de marge permet de pouvoir gérer plus facilement le coiffage pulpaire direct et encore une fois avec de la biodentine. Dans la même séance, alors en attendant, puisque ça c'est un des points faibles du matériau, puisqu'il y a un temps de prise qui est de minimum 15 minutes, qui peut varier un peu, être parfois plus long. Donc dans la même séance, parce qu'on avait du temps, on a pu réaliser la préparation périphérique, l'empreinte optique. Donc vous avez la situation avant en haut, la situation suite à la remontée de marge et au coiffage pulpaire direct, la réalisation de l'empreinte optique et puis le collage des pièces prothétiques qui devrait arriver bientôt, je l'espère. Voilà, que vous avez à l'écran. Le suivi, indispensable de réaliser un suivi. On s'attardera sur deux choses, les éléments cliniques et les éléments radiologiques. Sur les éléments cliniques, bien sûr, c'est l'absence de douleur, l'absence de signes cliniques. Néanmoins, il peut y avoir des nécroses à bas bruit, donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de symptomatologie clinique qu'il y a forcément un succès. On regardera radiologiquement l'apparition éventuellement de lésions. On regardera également l'évolution, l'élaboration d'un pont dentinaire qui ne sera pas toujours visible. Et sur des dents qui n'ont pas, où l'apexogénèse n'était pas réalisée, on pourra suivre la formation de l'apex, la formation physiologique, comme c'est le cas sur ce cas, encore un cas de traumatologie, où on a fait un coiffage pulpaire direct à l'aide de biodentine, recoller le fragment dans la séance, et on peut voir l'évolution à 6 ans. Un autre cas de cardiologie, on voit l'évolution à 10 ans. Vous avez les photos de qui correspondent à la séance initiale dans laquelle on a placé le MTA et un CVI, un contrôle à 3 mois, et à 3 mois, on a pu réaliser le composite définitif. Est-ce qu'il existe des freins, des limites, des obstacles ? Oui. Tout d'abord, je pense que la prise de décision n'est pas évidente. La prise de décision n'est pas évidente, tout d'abord, entre thérapeutique de vitalité pulpaire, oui ou non, et en réfléchissant aussi, quel type de thérapeutique de vitalité pulpaire doit-on réaliser ? Donc il y a une absence de consensus par rapport à ça, ce qui peut engendrer un certain flou, une confusion dans notre esprit. Les diagnostics que l'on fait, les diagnostics qui nous permettent de savoir le statut pulpaire, son potentiel, il est limité à un certain nombre de tests. Vous le savez tous, ce que l'on fait sont des tests de sensibilité. On ne fait pas des tests de vitalité. On fait des tests de sensibilité, on explore l'innervation et on corrèle l'innervation à la vascularisation, ce qui peut entraîner un certain nombre d'erreurs, par exemple, et surtout une imprécision dans le statut pulpaire. Ensuite, malgré un grand nombre d'études, on a très peu d'études qui soient intéressantes, comparatives et bien menées pour pouvoir trouver les bonnes conclusions. Et puis, la gestion des tissus n'est pas si simple que ça. Elle nécessite des aides optiques. Je vous ai parlé de ciment hydraulique silicate de calcium. Il y a des processus aussi de désinfection pour lesquels on pourra rentrer dans le détail dans les questions si vous le souhaitez. En plus, si on regarde le pronostic, il est très variable dans la littérature. Que l'on considère la traumatologie ou la cardiologie, qui sont deux domaines différents. Les études anciennes qui étaient basées avec l'hydroxyde de calcium montrent des taux de succès allant de 37 à 81%. Donc finalement, ça n'a peu d'intérêt pour nous, au moins pour communiquer avec les patients. Et même les études plus récentes, qui vont être basées sur des ciments hydrauliques silicates de calcium, peuvent avoir de grandes disparités. On sait en revanche qu'il y a certains facteurs qui vont influencer le taux de succès. Je vous ai parlé du matériau, le statut pulpaire avec les limites du diagnostic, la taille de l'exposition, plus c'est large, plus c'est défavorable, le site de l'exposition également, plus c'est occlusal, plus c'est favorable, la capacité avec laquelle on peut obtenir l'hémostase, le stade d'édification radiculaire. En revanche, l'âge du patient, qui est souvent un élément qui a été retrouvé par le passé, n'est pas forcément prédicateur, difficile à prendre en compte. Il y a des données divergentes par rapport à ça. Donc en conclusion, je dirais que le coiffage pulpaire direct fait partie de l'arsenal thérapeutique du chirurgien dentiste en 2024 et même dans les années qui viennent. Il y a de nombreux avantages à utiliser les thérapeutiques de vitalité pulpaire, malgré les zones d'incertitude, les zones de flou.
et que peut-être le futur va être du côté du diagnostic, peut-être avec des biomarqueurs. On aura un état plus précis de l'état inflammatoire de la pulpe, que ce soit avec des échantillons sanguins, du fluide dentinaire, du fluide créviculaire, et de manière à avoir des thérapeutiques qui soient plus ciblées, plus personnalisées, ou peut-être aussi du côté des matériaux qui seront plus intelligents.